C'est bon. Écoutez, merci de me recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. La première chose, c'est que je vois mon écran, mais je ne vois pas mes notes. Donc, je vais y aller comme ça parce que je connais mon sujet. Et puis, vous me pardonnerez sur certaines possibles manques de références théoriques, mais on y va. Ça fait partie des effets du contexte. Voilà, simplement. Alors, enseigner la production orale aux Émirats, l'impact. Ouais, je peux essayer de faire quelque chose? C'est parfait. Présentation. Eh ben, merci. Ah, mais c'est pas un peu là. Ah, si, ça m'est. D'habitude, je suis en vision présentateur, mais je ne peux pas me donner. Ouais, C'est pas grave. on peut différencier effectivement ce qu'on a. Ouais, C'est pas grave. c'est pas grave. Utiliser le mot présentateur, celui-là. Ah, je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon. Et du coup, Bien joué. Je me déplace. ah, bah, super. Merci. Je vous en prie. Merci. Non, parce qu'on a tous le mode On a tous sur le mode présentateur. présentateur. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. On peut différencier. On fait ça. Je sais la dernière fois. Ça sera sur les notes. Allez, c'est pas grave. Je soulève l'écran peut-être. Ok. C'est mon travail doctoral, donc normalement, je devrais pouvoir un petit peu m'en sortir, hein, on va essayer. Je suis donc en troisième année de doctorat. Voilà, je suis doctorante au Lydilem, mais je ne suis pas que doctorante. Je suis également ce qu'on appelle une experte technique internationale et je suis diligentée par la France pour mettre en place le français dans les écoles publiques émiriennes. Voilà pourquoi le sujet se porte sur les Émirats. Et voilà pourquoi je suis arrivée un petit peu plus tard, parce que mon avion était en retard. L'impact de la contextualisation sur la pratique pédagogique et les contenus pédagogiques enseignés en classe de FLE vont nous amener à vous proposer de parler de ma problématique. Qu'est-ce que je propose pendant mes recherches doctorales? C'est que je vous propose je propose d'examiner l'impact du contexte institutionnel éducatif sur l'enseignement du français en tant que langue étrangère à l'oral, entre des pratiques pédagogiques d'un côté, des outils didactiques mis en œuvre, et je définirai ce que j'entends derrière les outils didactiques, et les discours réflexifs des enseignants. L'ensemble, tout ça, ça fait un ensemble particulier. Quel est le rapport avec la contextualisation? On a d'abord un contexte, mais si j'ai bien appris ma leçon, et M. Ancio va me le dire, c'est que je peux avoir le contexte en soi et je peux avoir un objet de recherche dans lequel j'intègre mon contexte. C'est bien ça. Mon parcours professionnel, je vous en ai parlé. Moi, je suis une enseignante en devenir. J'enseigne le français langue étrangère, mais je mène en même temps une mission. Donc, j'ai à la fois l'aspect didactique et j'ai l'aspect à la fois pédagogique. Je me soutiens en amont et dans la classe. Qu'est-ce qui m'a amené à parler de contextualisation? C'est que je suis dans un contexte historico-politique aux Émirats jeune. Et on se rend compte que la construction du système éducatif s'est fait avec la construction du pays. Mais on se rend compte également que dans n'importe quel contexte dans le monde, les aspects historiques et politiques vont influer le système éducatif dans la mesure où on va entrer dans une classe et dans cette classe, on va être dans une institution qui s'intègre dans une politique et une politique qui s'intègre dans l'histoire d'un pays. Et les Émirats, c'est un pays qui a à peu près 53 ans, 54 ans cette année, dans lequel on a une institution particulière qui s'appelle la Sorbonne Abu Dhabi. À la Sorbonne Abu Dhabi, on enseigne le français en tant que primo-apprenant et on enseigne le français avant de pouvoir entrer en première année. Dans ce terrain, je me suis en fait attachée à analyser la production orale et notamment l'enseignement de la production orale. Pourquoi? Parce qu'en partant d'un constat de terrain, ce constat de terrain, je me suis rendu compte qu'en tant qu'enseignante, les étudiants ou les apprenants, de manière plutôt générale, ont des difficultés à parler en français.
ils ont des difficultés à s'exprimer en français et ce n'est pas faute d'avoir essayé toutes ces fameuses techniques. On a passé la pandémie, on a passé le Covid, on a eu énormément d'outils de dynamisation. On a parlé souvent de l'oral, c'est les parents pauvres, mais aujourd'hui on parle beaucoup d'oral et on mobilise beaucoup d'activités à l'oral. Donc j'ai voulu savoir pourquoi cette difficulté sur le terrain. Et j'ai constaté que le terrain d'enseignement du français en production orale aux Émirats, en université, en contexte hétéroglotte, et je prends mon souffle, fait que on n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé de pourquoi ces difficultés. Pas du côté apprenant, ça on en parle, mais du côté enseignant. Qu'est-ce qui se passe du côté enseignant? Et j'ai voulu donner en fait la parole à ces enseignants. Pour ce faire, j'ai essayé de conceptualiser différents mots-clés qui m'ont amené. Donc, contextualisation avec un Z, mais c'est un anglicisme dans ma présentation, c'est une coquille. Conceptualiser l'oral, conceptualiser les pratiques pédagogiques et les observations. Mais avant ça, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le contexte et sur la notion de contextualiser. On a 3 niveaux de contextualisation aux Émirats et mon doctorat s'attache au niveau micro, c'est-à-dire au niveau de l'Université Sorbonne Abu Dhabi, et macro au niveau de la politique éducative, pour laquelle je vais encore descendre d'un cran, en politique éducative linguistique. Contextualiser, c'est parler de contexte, d'accord, mais contextualiser, c'est quelque chose en action, c'est un verbe d'action. Donc on va mener, on va pas seulement dire voilà le contexte, mais on va le prendre et on va le construire. Et comment j'ai construit ma contextualisation? Je me suis attachée à sélectionner les éléments du contexte qui auraient, ou pour lesquels j'ai émis l'hypothèse, un impact sur ces pratiques pédagogiques d'enseignement de l'oral dans ces écoles-là, à l'université. Voilà. Et pour appréhender cette dynamique, il y a un processus qui est mis en œuvre. C'est quoi ce processus? Et finalement, comment construire ce contexte? Donc, on va avoir une articulation entre dynamique et contextualisation des pratiques pédagogiques, avec des pratiques pédagogiques observées, un matériel didactique collecté et des discours réflexifs verbalisés. Tout ça devient mon contexte, ça devient mon objet de recherche. Je l'intègre intentionnellement et je justifie pourquoi. Parce que j'ai besoin de savoir, dans ces pratiques pédagogiques, quelle est l'approche pédagogique mise en œuvre par ces enseignants, notamment dans une approche qui est encadrée avec une maquette pédagogique et un syllabus universitaire. Comment enseignent ces enseignants dans la mesure où il est intégré, où cet oral est intégré dans une maquette académique en commun à respecter? C'est un volet compréhensif. Le matériel didactique, quelles sont ces ressources pédagogiques mises en œuvre en cours de production orale, indépendamment du syllabus? De quelle manière ces enseignants s'approprient ce matériel didactique institutionnel? Et on va parler de prescription et de liberté pédagogique. Et comment gère-t-il justement cette liberté pédagogique entre ces ressources pédagogiques sélectionnées et ce matériel didactique institutionnel? On est toujours dans un volet compréhensif. On est vraiment dans la découverte. Ma thèse est une approche exploratoire. Elle a une visée heuristique. On n'a pas encore eu la possibilité de le faire. Donc, pour moi, il est important de partir, de savoir, de décrire et me donner le temps par la suite, parce qu'on ne peut pas faire, comme dit ma directrice de thèse, 5 thèses en une, mais par la suite, pourquoi pas, de continuer l'analyse de cette approche. Et puis, bien sûr, on a des pratiques qu'on va observer, des documents qu'on va collecter, et c'était intéressant par la suite de savoir, mais quel est le discours réflexif des enseignants? Est-ce qu'ils ont conscientisé leur conception? Quelle est déjà leur conception de l'oral? Qu'est-ce qu'ils ont conscientisé? De quelle manière leur pratique s'est-elle finalement adaptée au contexte universitaire dans lequel ils interviennent? Et est-ce qu'ils conscientisent ou pas cette liberté pédagogique et l'impact du cadre? En clair, est-ce qu'ils se rendent compte que cette maquette, ce syllabus, impacte leur manière d'enseigner? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte en production orale? Et de quelle manière? C'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça, on est sur un aspect agir professoral. Donc, j'ai une focale sur un contexte et j'essaie d'aller voir les marqueurs du contexte qui sont à l'œuvre, à la fois au niveau macro, mais au niveau micro. Et je ne m'intéresse pas au niveau maison. Pourquoi? Parce que les politiques éducatives aux Émirats sont très, très fluctuantes. Et à force d'avoir essayé de trouver des éléments, de discuter, de rechercher,
de contacter les autorités, on se rend compte qu'il y a une variété de documents institutionnels tout au long, en 54 ans, qui font qu'on a un curriculum, ou on va appeler ça un programme d'éducation nationale, qui a passé à peu près 12 étapes différentes. D'un enseignement avec une intervention étrangère, puisque c'est un pays jeune, une intervention étrangère de source koweïtienne, ensuite de source égyptienne, ensuite on a eu la vague syrienne, ensuite on a eu la vague américaine, en ce moment on a la vague italienne, pas italienne, anglaise, parce que c'est un pays qui est en constante mouvement. Donc je ne pouvais pas utiliser ces éléments-là dans le cadre de ma recherche. Et c'est là où je parle de justement contextualiser ces questions de construction. Donc on reste toujours dans un volet compréhensif. Les constats de terrain, je vous en ai parlé, je vais passer. Les niveaux de contexte, le bref historique, on va passer parce qu'on n'aura pas le temps. Les acteurs, j'en ai parlé. Et notre terrain d'étude actuel. On est sur un terrain d'étude qui est assez unique. Sorbonne Abu Dhabi n'existe qu'à Abu Dhabi. Son statut est semi-public. Elle est à la fois régie d'un point de vue académique par Sorbonne Paris, mais également d'un point de vue administratif par les Émirats. La structure, les meubles, les murs, le terrain appartiennent à l'État émiratien. Donc, c'est une dualité qui doit être prise en compte dans la formalisation, finalement, des instructions qui sont mises en place. Merci. Pour cela, pour prendre en compte ces impacts et ces marques du contexte, il a fallu quand même aller s'attarder sur qu'est-ce qu'une pratique pédagogique et de quelle manière observer ces pratiques pédagogiques. Quand on s'attarde à l'histoire des pratiques pédagogiques et à l'histoire de l'observation des pratiques pédagogiques, on se rend compte qu'on a un vaste champ scientifique en face de nous et qu'il faut prendre un angle d'approche. Là aussi, j'ai pris un angle d'approche contextualisé à mon terrain d'étude. Et on a au final, finalement, un objet multidimensionnel pour essayer de saisir justement cette orale, cette production orale qui continue. Mon protocole méthodologique a été d'observer pendant 10 enseignants de français langue étrangère à raison de 2 séances d'1h30, de niveau A2 en devenir B1. Pourquoi en devenir B1? L'année scolaire commence en A2 en septembre et on essaie de les amener au niveau B1. Une classe de production orale selon la maquette pédagogique. Et je dis bien selon la maquette pédagogique parce que je vais être aussi amenée pendant ma thèse à définir qu'est-ce qu'un cours de production orale et finalement qu'est-ce qu'une production orale. J'ai essayé d'abord d'écrire, d'expliquer, d'analyser. Je ne pense pas pouvoir modéliser maintenant que je suis en 3e année, ça m'étonnerait. Et je pourrais éventuellement préconiser dans une moindre mesure parce qu'on est quand même sur un terrain de recherche assez restreint. Il y a aussi une approche comparative qui avait été lancée au début de mon doctorat. Et là encore, pourquoi j'en parle? C'est parce que là aussi, on avait des contraintes administratives parce qu'on a différents départements de français qui enseignent aux Émirats, mais les complications administratives auprès d'autres universités ne m'ont pas permis de maintenir cette approche comparative. Un corpus qui s'est construit selon différentes données, une observation de l'action enseignante en production orale, des entretiens d'autoconfrontation et puis des entretiens d'autoconfrontation des apprenants. Mais quand on fait un plan, eh ben, il y a la réalité. Et la réalité fait que je n'avais pas pris en compte mes données documentaires, mes supports de cours, et pourtant, j'avais essayé de mettre en place une action où je contextualisais chaque élément que je voulais utiliser comme objet de recherche. Et puis, l'évidence, encore une fois, les données biographiques et les questionnaires des enseignants et des apprenants. Tout ça dans le cadre d'un croisement, triangulation des données qui sont récoltées. Différentes phases, je passe les différentes phases où en 3e année, eh bien, j'ai encore pas mal de choses à faire et c'est toujours finalement l'analyse et la transcription qui prend beaucoup plus de temps parce qu'elle nous amène vers des données qui n'étaient pas prévues. Et quand on parle de contextualisation, on finit par perdre pendant sa thèse, qu'est-ce qu'on a utilisé, quel était le sens qu'on donnait au début à contextualiser, comment on a construit cette notion, comment on se l'appropriait et finalement comment on la met en œuvre comme science, comme didactologie. Également dans le cadre des dernières données où j'ai mené donc des entretiens d'autoconfrontation. Tout ça, c'était des savoirs
à enseigner, à mettre en parallèle avec des savoirs enseignés. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que dans ma première approche d'analyse, j'ai une maquette pédagogique ou ce qu'on appelle un curriculum dans lequel on a sélectionné et organisé hiérarchiquement des modules, où finalement la place de l'oral n'est pas à la hauteur du constat de terrain. Finalement, on ne s'est pas donné les moyens pour enseigner l'oral. Un syllabus dans lequel on a formalisé un plan de cours à mener pour chaque module. Et là, l'observation des classes et la discussion avec les enseignants a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enseignants qui suivent un syllabus et des enseignants qui s'approprient un syllabus. Pour avoir, dans sa globalité, un enseignement de l'oral qui a plutôt un rôle finalement institutionnel que pédagogique. Finalement, quand on s'attarde au discours des enseignants dans leur approche réflexive, le statut d'oral en production à l'Université Sorbonne Abu Dhabi est un enseignement finalement à objectif administratif, académique, c'est-à-dire passer une préparation, passer une épreuve de production orale plutôt que de mener des actions, ou en tout cas des actes de langage de production orale. Voilà les premières les analyses de ces fameux savoirs enseignés et de l'impact du contexte. Donc, on a une approche institutionnalisée de l'enseignement de l'oral. On a tout de même, et ça aurait été étonnant parce qu'on est des êtres humains, donc on a une hétérogénéité des situations d'enseignement, malgré un cadre institutionnel prescriptif qui est commun à l'ensemble de l'équipe des enseignants. Je vous ai mis quelques extraits pour lesquels je suis autorisée, parce que c'est aussi important en tant que doctorant de s'assurer que les données récoltées soient bien récoltées selon un point de vue déontologique. Donc, une maquette pédagogique, vous allez constater que la proportion de production orale d'1h30 sur un ensemble de 20h05 positionne déjà visiblement l'oral en position plus faible, avec l'utilisation d'un manuel. Donc, il y a eu bien entendu l'analyse du manuel, mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, l'atelier de chez Didier. Et donc là, vous allez voir que la maquette a morcellisé finalement la production orale. Et la question de se poser, est-ce que si on veut favoriser la production orale de nos apprenants, est-ce qu'il faut avoir un atelier que pour ça, ou est-ce que n'est-ce pas plutôt une compétence transversale à un ensemble de modules d'enseignement? Le syllabus avec toute une progression. Et donc, en conclusion, moi, je m'interroge, est-ce que les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre, est-ce qu'elles le sont selon un style d'enseignement choisi de manière consciente ou pas? Et ça, il faudrait mener d'autres recherches. Je vous ai parlé de l'hétérogénéité des situations d'enseignement, de la production, malgré un cadre institutionnel pédagogique imposé par l'institution. Et on a finalement un point de l'institution sur les enseignants et sur les apprenants. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Finalement, heureusement, vous n'avez pas mes notes, sinon c'est plus long. Oui, là, c'est nickel niveau temps. Ça laisse le temps de discuter, ça laisse le temps de partager. Allez, je dois dégainer. Je ne sais pas si j'ai mal compris, si c'est bien attentif, mais est-ce que ces élèves-là, ils doivent passer le DELF? Ils doivent passer le DU. C'est vrai que sur le terrain, je ne me suis pas attardée sur le terrain. Comment fonctionne la maquette pédagogique? Vous avez des apprenants qui arrivent, des débutants et des faux débutants qui arrivent et qui veulent intégrer un cursus universitaire français. Pour ce faire, soit ils ont un niveau B2, comme le veut la loi, et ils doivent fournir un DELF, ou éventuellement, ils ont un bac, ce qu'on appelle un bac francophone, ou alors ils passent ce qu'on appelle en année fondation. Et au sein de ce département de fondation, FLE, ils vont passer 1 an en intensif, ou une année, ou 2 années. Et à l'issue de cela, c'est sanctionné par un diplôme universitaire. Ce diplôme universitaire, c'est dans ce diplôme universitaire qu'on a cette fameuse épreuve production orale qui est reportée sur la maquette. Et finalement, la réflexion s'est dit, est-ce que ce cours doit toujours s'appeler, c'est la dernière question que je posais aux enseignants pendant leur entretien, est-ce que ce cours doit toujours s'appeler production orale ou pas? Et à l'unanimité, les enseignants ont dit c'est un cours de méthodologie ou c'est un cours de préparation à l'épreuve de production orale, un peu comme le DELF. Ouais. Voilà. D'accord, merci. Je vous en prie. Robert, une question? Disons que je ne suis pas forcément surpris du fait que la production orale elle est enseignée
dans un but certificatif, même si c'est pas forcément dit comme ça ou assumé comme ça, parce que j'ai l'impression que de manière générale, dans un milieu hétéroglotte, c'est souvent le cas, c'est-à-dire on fait de la production orale pour rentrer dans le cadre d'une production orale et la plupart du temps dans une visée certificative, que ce soit DELF ou autre. Ce qui me frappe un peu, et c'est ma question, vous n'avez pas du tout évoqué le lien entre les besoins des élèves, des étudiants émiratis et leurs futures études, parce que que ce soit le bac ou par la suite l'universitaire, dans les deux cas, on apprend le français pour étudier, et il me semble qu'il n'y a pas de lien avec un français sur objectif spécifique. Il y a bien un cours qui est proposé dans la maquette de français sur objectif, un FUFOS, qui est prévu au 2e semestre. Et c'est vrai que cette maquette est là pour vous faire apprendre une langue, mais pas une langue pour un objectif, en tout cas dans son ensemble. C'est un cours intensif d'apprendre une langue pour la parler, et elle n'entre pas dans un objectif spécifique, si ce n'est au 2e semestre où on commence à avoir des cours plus adaptés de FUFOS et des ateliers, en attendant que les apprenants atteignent un niveau peut-être suffisant pour participer à ce type de cours. Maintenant, on a eu une discussion avec justement des membres de Sorbonne sur la fameuse formation donc, des enseignants, puisque c'est un doctorat qui est là pour ensuite proposer des préconisations de formation aux enseignants. Où on s'est rendu compte que beaucoup pensent qu'il faut avoir un certain niveau minimum pour pouvoir faire parler ses étudiants, d'une part, ou alors un niveau minimum pour faire de la littérature, ou un niveau minimum langagier pour faire du FUFOS. Et on s'est rendu compte qu'avec une formation adéquate, une approche méthodologique, il était tout à fait possible de faire cela à des niveaux plus faibles. Et pourquoi pas le faire avant. Et peut-être que ça donnerait du sens à ces enseignements. Je vous en prie. Donc, il y a une dernière question rapide d'Élodie en ligne. On vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire de la démarche. J'ai juste une petite question en fait par rapport aux entretiens d'autoconfrontation des apprenants. En fait, est-ce que les apprenants ont réussi à faire preuve d'un certain recul réflexif par rapport aux vidéos en fait qu'ils ont pu observer, ou est-ce qu'il a fallu que vous guidiez un peu et que vous les aidiez à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui était vu, attendu, puisqu'en général c'est plutôt des entretiens d'autoconfrontation d'enseignants et rarement en fait d'apprenants. Je trouve ça très intéressant et j'y pense aussi pour mes recherches et donc j'aurais voulu savoir comment ces entretiens se sont déroulés. Merci beaucoup. Merci Élodie pour la question. C'était le plan initial de mener des entretiens enseignants et apprenants. Et finalement, il fallait recadrer et rester sur un côté. Je voulais donner la parole aux enseignants. Donc, je n'ai pas mené d'entretien d'autoconfrontation avec les apprenants. En revanche, je les ai menés uniquement avec les enseignants. Et si je devais reprendre vos questions, c'était très intéressant parce que quand j'ai mené ces entretiens, j'ai essayé de les mener de la manière la plus objective possible pour ne pas leur faire dire ce que je voulais qu'ils me disent, ce que j'avais constaté, puisque j'étais vacataire et je me suis rendu compte de certaines choses et j'avais mes hypothèses et je ne voulais pas forcément qu'ils les confirment. Donc, j'essaie d'être le plus objectif possible pour leur poser des questions et les faire réaliser petit à petit à la manière d'une enquêtrice, réaliser et les diriger sans que ce soit trop visible vers cette réflexion de se dire est-ce qu'on est dans un cours finalement de production orale ou pas et quelle est leur représentation de l'oral. Et ensuite, j'ai participé à une autre conférence au sein du laboratoire avec donc Catherine Miller qui est en train de mener une étude aussi d'entretien, confrontation à un public japonais. Et je me suis rendu compte que dès le début, ils avaient posé la question de ce qu'ils voulaient savoir et qu'on n'était plus dans une approche objective, mais on avait pris une approche directe. Et je m'étais questionnée en me disant, mais tous les efforts que j'ai faits pour ne pas leur dire qu'ils me disent que ce n'est pas un cours de production orale, j'aurais épargné beaucoup d'efforts. Donc voilà, si ça peut alimenter votre réflexion dans l'approche de conduire ces entretiens. Merci beaucoup pour la question. Merci à vous. Merci.